Thomas, vous voulez peut-être nous dire un Oui, mot? merci Bruno. Merci déjà à toutes et à tous de participer à ce webinaire. Donc, c'est le premier de l'année dans le cadre de Moselle Académie Tourisme pour cette année donc 2022. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà pu suivre des webinaires ou des formations dans le cadre donc de la plateforme de formation de Moselle Attractivité. Pardon, je ne me suis pas présenté. Donc Thomas Brook, chargé de mission en développement touristique à Moselle Attractivité, et donc en charge avec mon collègue Eric Weiss de Moselle Académie Tourisme. Donc cette année, vous n'avez pas encore reçu le programme de Moselle Académie Tourisme, ça ne devrait pas tarder. Vous allez avoir un petit catalogue de formation pour toute l'année. Une petite particularité cette année, c'est que l'on a essayé de repenser nos webinaires et nos formations en les inscrivant dans des parcours de formation, avec donc dans un premier temps des webinaires qui donnent lieu ensuite à des formations et éventuellement qui pourront donner lieu à du coaching ou un accompagnement individuel. Donc là, aujourd'hui, Bruno et Marie vont vous présenter effectivement les nouvelles clientèles dans le cadre de ce webinaire qui donneront lieu par la suite, donc dès mi-mars, à différentes formations autour donc des visites animées avec les tout petits notamment. Fin mars, ce sera travailler les pédagogies de l'exploration de l'école au collège, et puis on aura au second semestre reconquérir les familles et innover dans l'offre, notamment pour tout ce qui est sites patrimoniaux et culturels, et puis la création et la commercialisation de produits adaptés aux familles. Donc ça, ce sera le programme du second semestre. L'idée, hein, c'était de vous inscrire dans un parcours de formation, donc avec ce webinaire de présentation, et ensuite, si vous voulez aller plus loin, d'accéder à ces formations, et pourquoi pas encore aller plus loin avec après un accompagnement personnalisé et individualisé de la part notamment donc de Marie et Bruno dans le cadre de leur activité. Voilà. Donc tout ça, ça vous sera détaillé prochainement dans le catalogue que vous allez recevoir, bien sûr. Et puis, bah, de toute façon, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à contacter Eric ou moi-même. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je ne vais pas être trop long. Et puis, je vais vous laisser entrer dans le vif du sujet en vous souhaitant un bon webinaire et une bonne journée. Voilà, merci Bruno. Merci, merci Thomas. Oui, c'est vrai que la formule que vous inaugurez là, Thomas, avec Moselle Attractivité, l'idée de proposer des formations et d'ensuite de proposer aux participants un accompagnement pour aider à la réalisation, c'est assez nouveau et c'est intéressant parce que ça vous permet, si vous avez un projet, effectivement, d'avoir les moyens d'aller au bout, non pas financièrement peut-être sur de l'investissement, quoique, mais au moins, disons, sur la partie ingénierie pour ne pas perdre de temps si vous avez un projet. Alors, ce webinaire, il est intitulé Nouvelle clientèle touristique. C'est quelques nouvelles clientèles touristiques, ou en tout cas, c'est des nouveaux comportements et qui ciblent en particulier les publics familles et les publics scolaires. Pour cette matinée, on va peut-être commencer par présenter TAMS. Alors, on va faire un petit peu des manipulations parce qu'on a prévu de vous passer beaucoup de vidéos et on espère que ça va fonctionner parce que les vidéos, vous savez, sur Zoom, des fois, c'est compliqué. Donc, c'est Marie qui est au pilotage du PowerPoint et qui va nous partager l'écran. Et donc, on va avoir des petits bugs comme celui-ci, par exemple, puisqu'on a ton fond d'écran, Marie, et pas le PDF. Et donc, voilà, on s'est entraîné toute la nuit, si vous voulez, pour pas qu'il y ait ce type de bug. Et ça permet de démarrer tout de suite dans le vif du sujet sur les diapos. Donc, voilà, TAMS, on a une petite entreprise basée en Savoie. TAM, c'est une entreprise qui a 26 ans et qui est pas grosse, hein, puisque on n'a jamais été plus de 5. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 8 personnes quand on agrège les graphistes, les illustrateurs, aussi un cabinet à Lyon qui travaille sur de la faisabilité économique, et puis aussi des artistes, puisqu'on travaille pas mal sur des sujets où on fait intervenir la dimension sensorielle et artistique. Alors, les différents domaines sur lesquels on avance, le premier, et donc c'est la petite page suivante, c'est l'accompagnement des sites historiques, sites naturels, les destinations touristiques, essentiellement avec une vocation patrimoniale, culturelle ou fortement identitaire, pour les aider à se positionner et aussi aider à créer une offre particulière en direction de tous les publics,
On accompagne entre autres beaucoup les guides conférenciers. On forme chaque année 200 à 300 guides conférenciers sur des nouvelles pédagogies. Et puis l'axe suivant, c'est les familles, où effectivement depuis 15 ans maintenant, on est un petit peu spécialisé sur le marché des familles et sur les nouvelles attentes des familles en Europe, puisque ça bouge beaucoup maintenant depuis le milieu des années 2000, et où la France a d'ailleurs un petit peu de retard qui se rattrape au fur et à mesure. Donc là aussi, comment répondre aux nouvelles attentes des familles. Et puis l'axe suivant, c'est les publics scolaires. Alors les publics scolaires, ce n'est pas une nouvelle clientèle, hein, mais c'est par contre, il y a de nouvelles demandes, et de fortes nouvelles demandes. Avant le Covid, c'était déjà le cas, vers des pédagogies qui sont très actives, vers les sciences participatives. Donc, ça bouge beaucoup du côté des scolaires. Et peut-être qu'après le Covid, on l'espère en tout cas, les feux vont être donnés parce qu'il y a une vraie impatience du côté des enseignants de pouvoir faire ressortir leurs enfants de l'école. Voilà un petit peu la présentation de TAMS. Voilà, et on intervient dans toute la France, aussi bien en formation qu'en accompagnement. Voilà, sur le webinaire de ce matin, donc on va vous présenter les 4 formations qui nous concernent, 2 formations qui ont lieu cet hiver au mois de mars et avril, donc c'est tout bientôt, et qui concernent les enfants, les jeunes publics en famille et les scolaires, et puis 2 formations à l'automne qui concernent le marketing famille et aussi l'offre famille dans les musées et dans les sites. Voilà, ce qui est donc au cœur de ça, c'est les familles et en particulier les enfants. Et pour démarrer ce petit temps de réflexion, on va vous proposer plusieurs petites images, donc des vidéos. On ne voulait pas vous faire rentrer dans des contenus de formation avec des véritables PowerPoint, on va faire ça en formation, mais là, essayer, on va dire, de s'ouvrir à ce qui bouge. Et le meilleur, c'est effectivement de le faire avec des vidéos. Donc, je vais tenter de le faire. J'espère que les flux seront bons. Maintenant, ils ont amélioré leur système chez Zoom. Voilà. Et la première vidéo qu'on va parcourir, je vais vous la laisser regarder. C'est la bande-annonce d'un film qui est sorti en 2015, qui s'appelle Sur les chemins de l'école, que vous avez peut-être vu, mais si vous ne l'avez pas vu, il est indispensable de le voir en ligne. Voilà, je vous laisse regarder. سيدي أتنعم بأفضل صحتي. Voilà, alors j'espère que la vidéo a été correcte. Ça dépend un petit peu du flux que vous avez chez vous. On peut ouvrir les micros. Comment ça s'est passé cette vidéo? Est-ce que ça a été techniquement à peu près correct? Ça a sûrement été un petit peu haché. Vous avez pu voir à peu près ou il y en a qui n'ont rien vu du tout? Moi, j'ai vu à peu près, mais c'était assez pixelisé quand même, quoi. Oui, voilà, ça dépend des flux. C'était juste pour savoir, parce que comme on en a prévu beaucoup, on va essayer de repérer ceux qui vont être vraiment en galère et ceux qui sont bien. Il y en a qui ont un vrai problème de flux et pour qui ça avait du mal à passer, vraiment. Non, ça allait à peu près tout le monde. Alors, je propose d'ouvrir les micros. On va juste poser une petite question tous ensemble en guise d'introduction. Allez-y, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Micro, c'est voilà,
Tout le monde est super habitué maintenant. En bas à gauche, c'est bon. La question qu'on voulait vous poser au regard de... Marie, il faut que tu coupes ton micro. Au regard de cette vidéo, si on devait donner des qualificatifs aux enfants qu'on a vus dans cette vidéo, qu'est-ce que vous diriez? Si on vous disait un enfant, c'est quoi? Vous répondriez quoi spontanément? Allez-y, hein. On est là pour causer. Hein. Au regard de cette vidéo, c'est quoi les qualificatifs que vous auriez envie de dire? Un enfant, c'est quoi dans les images qu'on a vues? Courageux. Courageux, ok. Ensuite, qui d'autre? Allez-y, on pose tout sur la table, comme si on était autour de... Courageux, ensuite, d'autres qualificatifs? Des enfants qui sont très motivés pour aller à l'école, Ouais, très motivé. donc qui ont un but. Tout à fait. Pardon. Tout à fait. Courageux, très motivé, qui ont un but à atteindre. Qu'est-ce qu'on mettrait comme autre qualificatif de ce qu'on voit sur les enfants là, sur cette vidéo? Persévérant. Persévérant. OK. Donc, vous voyez les qualificatifs qui ressortent de la vision de ces enfants. C'est des qualificatifs qu'on pourrait attribuer plutôt à des personnes plus matures, plus adultes, entre guillemets, que des enfants. Alors qu'en fait, les enfants, c'est ça. Les enfants, c'est des adultes en croissance, c'est des personnes qui portent toutes les compétences et déjà tout l'embryon de responsabilité de l'adulte. Et on aime bien montrer cette vidéo, et vous la reverrez dans les formations et on prendra le temps d'en discuter, parce que c'est un petit peu ce qui irrigue ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, en Europe et depuis assez longtemps en Amérique du Nord, au Canada, sur la vision des enfants. Les enfants sont en train de prendre une place importante dans la vie des familles, mais aussi dans les écoles. Et il y a une nouvelle reconnaissance de l'enfant dans toute sa dimension et dans toutes aussi ses manières d'apprendre. Et c'est vrai que quand on a l'ambition de créer des propositions pour les familles, pour les jeunes publics ou pour les scolaires, c'est vraiment intéressant de poser au départ l'idée qu'un enfant, ce n'est pas, comme le dit l'adage, un vase qu'on remplit. C'est d'abord effectivement un enfant qu'on prend, un feu qu'on allume, un enfant qu'on va prendre dans toutes ses dimensions, comme un futur adulte responsable qui est déjà projeté qui sera adulte quand dans 20 ou 25 ans ou 30 ans. Voilà. Ça, c'était le premier point qu'on voulait vous montrer parce que ça sous-tend toutes nos formations. La deuxième vidéo qu'on va regarder, alors je suis désolé si ce matin, pour ceux qui ont des flux un petit peu compliqués, mais bon, l'idée, c'est des vidéos courtes pour pouvoir dialoguer. Je vais vous partager une deuxième vidéo. Là, on est sur la bande-annonce, une bande-annonce de Center Park. C'est une bande-annonce qui date maintenant de 2016. Center Park aujourd'hui, c'est l'équipe qui est en Europe, l'entreprise qui est en Europe a la plus grosse équipe marketing, l'équipe de Benchmark, et qui donc est la plus avancée en veille sur le marché des familles. C'est nos concurrents directs de nos hébergeurs en territoire naturel ou en campagne, parce qu'ils répondent à une demande similaire. Et regardez l'approche qu'ils avaient à travers cette vidéo. Let's go back to that little place where we used to go in the summer days. The lodge by the water's still my favorite place, and I could come every year and it wouldn't change.
Voilà, pour cette bande-annonce. Alors, vous voyez, on est sur des notions de cocooning, c'est-à-dire que le message que ce que souhaite transmettre Center Park, c'est on va vous aider à être ensemble, à recréer du lien entre vous. Voilà. C'est très rare qu'une marque se positionne aussi fortement, j'allais presque dire de manière presque intrusive dans la vie des familles. Voilà, mais c'est en même temps le signe de ce qui s'est passé en Europe depuis 2008, depuis la crise financière de 2008, où on a eu une tendance, ça a fait naître une tendance lourde en Europe, ça ne veut pas dire que toutes les familles sont passées là-dessus, mais d'un certain nombre de familles qui ont ressenti très fort l'importance du lien familial, l'importance d'être ensemble, l'importance de passer du temps ensemble, donc un petit peu une remise à niveau des compteurs dans une société repérée comme une société de forte consommation, et la crise financière a enclenché ce virage-là. Cette tendance dans la volonté des familles de passer d'une consommation de loisirs, de découverte, à un temps où on va se faire plaisir, mais on va prendre du temps à être ensemble, à un besoin de ralentir, c'est une tendance extrêmement lourde au sens forte, et qui irrigue toute la demande des familles. Le slogan de Center Park, c'était « une bulle pour se reconstruire » il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est être ensemble vraiment. Donc, c'est un positionnement fort qui va irriguer toute la démarche des familles, ce qui veut dire que pour les familles, pour toucher le marché des familles, il faut vraiment s'attacher à bien comprendre ce qui se passe dans une cellule familiale, et bien comprendre aussi que la famille, c'est pas seulement papa, maman et les enfants, hein, mais c'est pour 50% des familles aujourd'hui en Europe, la moitié des familles, c'est un adulte et un enfant, que ce soit papa ou maman. Donc, ça change énormément de choses en matière de communication, en matière de langage, de qui on s'adresse. Aujourd'hui, on ne peut plus s'adresser aux familles avec une jolie photo d'un homme, une femme et de 2 enfants. Là, on se met 50% de la clientèle famille ado. Voilà un petit peu un autre élément de tendance. Troisième élément de tendance que je voulais vous montrer qui irrigue l'univers des familles, de nouveau un petit partage d'écran. Hop là, c'est parti. Là, on va être dans l'univers des visites en famille. Voilà, une dynamique tout à fait particulière. Sauras-tu résoudre les énigmes de ces chasses au trésor? Sauras-tu te soumettre aux règles du jeu, aux épreuves, aux défis? Remplir la fiole, te placer sous le cadran solaire, t'approcher doucement. Mais surtout, reste sur tes gardes. Il faudra récolter les indices pour percer le secret. Tu parcourras les villages du Rhône en famille. Tu joueras avec les cartes. Tu trouveras le mot mystère. Tu partageras des fous rires. Le vrai voyage est devant toi. En avant, par vivre les aventures jeux Family Top inoubliables. Voilà, donc là, on est sur la dynamique du jeu de piste. Hein, vous avez vu, bande-annonce de jeu de piste. Alors, on pourrait dire, bah oui, jeu de piste, bien sûr. Alors, c'est en train de monter très fort maintenant ces 5 dernières années. Mais le phénomène, il est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que le phénomène, il est que depuis 30 ans, en France, avec l'arrivée de Disneyland Paris en 1991, puis le Futuroscope, puis le Puy du Fou, puis les grands musées, puis les espaces scénographiques qui sont nés partout, essentiellement dans les grands musées, enfin ceux qui avaient les moyens, peut-être parfois dans les petites structures, mais avec des moyens scénographiques importants. Le public a appris depuis 30 ans, a découvert depuis 30 ans qu'on pouvait apprendre avec son corps, qu'on pouvait apprendre avec du plaisir, qu'on pouvait apprendre en s'amusant. Voilà, c'est le cas par exemple de la Cité de la Voile à Lorient, où on est passé d'une présentation de la voile de manière assez historique et très scolaire à un site où on propose de découvrir la conduite de navires, de bateaux, de croisières ou de courses avec des outils où vous sortez d'un port. Voilà. Donc, et aujourd'hui, le public, il veut ça. Il veut explorer par lui-même,
il veut découvrir et il veut s'immerger avec son corps. Il veut apprendre avec son corps parce qu'il a découvert que c'est ce qui donnait du plaisir et que pendant le temps des vacances, c'était l'outil le plus efficace. Alors, ça, c'est une tendance un peu forte. On va revenir aux diapositives pour se poser sur quelques explications par rapport à cette affaire. C'est-à-dire que les responsables des grandes expos, les responsables des parcs à thème travaillent aujourd'hui au même titre que l'éducation sur de nouvelles pédagogies. Alors, de nouvelles pédagogies, je me méfie toujours du nouveau parce qu'on n'a rien inventé ces 5 dernières années. Mais en tout cas, alors qu'au Canada, en Amérique du Nord et dans l'Europe du Nord, la notion d'apprendre avec son corps, d'apprendre avec autre chose que des mots et des chiffres est déjà développée depuis 30 ans. En France, on est dans une culture de l'apprentissage qui est assez, alors on utilise le mot scolaire, mais qui s'adresse surtout au public à travers les mots, à travers la science. Et donc, il y a une notion qu'on étudiera, on ne va pas la regarder dans le détail aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelle, ce que vous avez à l'écran, les intelligences multiples. C'est-à-dire que toutes les personnes aujourd'hui sont connectées de la même façon. Hein. Tous les êtres humains ont à peu près enfin pas à peu près, on a tous le même cerveau. Ce cerveau, il est connecté de la même manière. Simplement, on découvre, et ce concept d'intelligence multiple, il a été écrit par un scientifique américain en 1995. C'est un concept qui va évoluer. Mais le constat qu'il fait, c'est que chaque personne, par son vécu, par son environnement, a été surentraînée, on va dire, à un certain nombre de ce qu'il appelle d'intelligence. C'est-à-dire que, pour être concret, un enfant qui naît dans une famille de randonneurs, qui randonne dans les Vosges, par chez vous, voilà, tous les week-ends, toutes les vacances, cet enfant, il va développer des capacités de résistance physique, mais aussi mentale. Il va développer des capacités d'orientation. Il va développer aussi une capacité à s'orienter dans l'espace et à découvrir la nature. C'est-à-dire qu'il va il va développer son intelligence corporelle, être capable d'avancer avec son corps, voilà. Et puis, il va peut-être développer ce qu'on voit ici, l'intelligence naturaliste, c'est-à-dire comprendre les flux de la nature, voilà. Et donc, chaque enfant, dans son vécu, développe des compétences particulières. Si, évidemment, il est dans un environnement qui est plus contraignant ou voire un peu maltraitant, ben, il y a peut-être des expériences qu'il n'aura pas. Et ça ne veut pas dire qu'il sera moins intelligent, mais il sera moins entraîné. Voilà. Et du coup, ces intelligences multiples, c'est les différentes manières qu'on a chacun d'apprendre. Et chacun tel qu'on est, on est capable de faire des maths, on est capable de parler, on est capable d'écouter de la musique, mais on a des modes d'apprentissage qui sont privilégiés pour les uns ou pour les autres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on propose que ce soit une visite guidée, une animation, un atelier ou une expérience de découverte ou de visite, on va s'attacher à proposer des expériences. On ne voit plus rien, Marie, de l'écran là. Ouais, tu as dû le changer d'écran chez toi. On va proposer des expériences variées pour que dans un groupe qui visite une ville, par exemple, eh bien, la visite guidée, ce ne soit pas simplement le guide qui parle, auquel cas il utilise une seule intelligence, mais il va à un moment donné raconter une histoire, une vraie histoire. À un autre moment, il va donner des informations. À un autre moment, il va sortir un miroir pour découvrir l'intérieur d'une chapelle ou d'une église. À un autre moment, il va mettre en dialogue son groupe pour que toutes les personnes, dans leurs différences, aient du plaisir dans la découverte. Donc ça, c'est quelque chose qui irrigue complètement les nouvelles pédagogies et aussi l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale, aujourd'hui, reconnaît ces formes de modalités d'exploration à mettre en œuvre dans l'enseignement. Voilà, ça, c'est un élément important qui est en train de faire bouger l'offre de découverte. Voilà, autre élément, et là, Marie va prendre la parole, concernant plus spécifiquement les scolaires. Je te laisse la parole. Merci, Bruno. Oui, prendre la parole sur une autre tendance. Alors, l'école dehors, ce n'est pas nouveau en soi. C'est vrai que tout ce qui concerne les sorties scolaires, les séjours éducatifs existent déjà depuis de nombreuses années. Ce qui bouge aujourd'hui dans le monde des scolaires, c'est effectivement ce besoin des enseignants d'apprendre de nouvelles pédagogies
à l'extérieur de l'école. C'est-à-dire qu'on ne fait plus une sortie scolaire ou un voyage scolaire simplement parce que c'est la récompense un peu de fin d'année, même si ça existe toujours, hein, on va pas se mentir, mais les nouveaux enseignants, en tout cas aujourd'hui, et l'éducation nationale, puisque là, il y a aussi un petit tour de vis qui est mis sur les besoins et les demandes de l'éducation nationale qui valide les sorties scolaires, c'est effectivement d'être dehors parce qu'on sort de la classe pour apprendre autrement. Et apprendre autrement, c'est vraiment une demande aussi des enseignants qui souhaitent, par exemple, plonger dans les sciences participatives, apprendre de nouvelles pédagogies. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de ça. Et puis, est conforté aussi ce que vient de dire Bruno sur l'échelle des scolaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enseignants souhaitent véritablement, et l'éducation nationale encore une fois, souhaitent que les élèves s'immergent complètement à l'extérieur et s'engagent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une sortie scolaire, c'est véritablement une découverte et parfois une révélation des enfants qui a nécessité à permettre un engagement derrière. C'est-à-dire qu'il y a une continuité sur place dans l'établissement scolaire qui permettent aux enfants de s'engager et de donner du sens à la proposition qui est faite. Voilà. J'essaie de faire passer, mais ça ne veut pas, ma petite diapo. Voilà. Pour rejoindre et conforter un petit peu ce que je disais avant, cette demande aussi qu'évoquait Bruno des pédagogies de l'exploration, elle immerge complètement le monde des scolaires. Ça fait déjà plusieurs années que dans les programmes scolaires, on voit apparaître ce genre de choses. Les derniers programmes scolaires qui datent de 2015 et 2016 confortent encore une fois l'idée qu'un enfant ne peut apprendre qu'en s'immergeant, que par le fait d'entrer avec tout son corps dans une problématique. Donc aujourd'hui, la demande de l'éducation nationale et des enseignants, c'est véritablement face aux grandes questions du monde que posent nos structures, nos sites, nos territoires, c'est véritablement de pouvoir avoir un terrain d'exploration qui permette à l'enfant de s'immerger avec tout son corps, de s'émerveiller. On sait aussi que le plaisir et l'émerveillement génèrent de l'apprentissage. Ça aussi, c'est des grandes études qui ont été faites et qui nous permettent aujourd'hui de dire que des élèves qui sont mis dans une situation d'apprentissage par le plaisir et l'émerveillement ont souvent plus de chances de réussir, notamment au baccalauréat, que d'autres qui sont mises dans des situations passives. Donc, ça nous aide aussi à conforter un petit peu notre démarche. Voilà, donc cette démarche d'exploration qui consiste à mettre l'élève, à immerger l'élève dans un bain nouveau et ensuite de s'émerveiller, va permettre ensuite l'exploration. Et quand l'enfant va entrer dans l'exploration après s'être immergé et s'être émerveillé, là, ça génère forcément des émotions. Et ces émotions, elles vont conforter un apprentissage. C'est-à-dire que j'aime bien dans les formations faire un tour de table souvent pour essayer de faire évoquer à chacun des stagiaires son meilleur souvenir de sortie scolaire. Ça fait 10 ans que je fais ça. Alors, si je vous le demandais, là, vous auriez sûrement des choses à me dire. Ça fait 10 ans que je fais ça et jamais je n'ai un stagiaire qui m'a raconté le discours d'un guide ou d'un médiateur scientifique, historique ou autre dans un musée. Par contre, tout le monde m'a raconté le paquet de chips au moment du pique-nique, m'a raconté la sortie dans le bus avec les copains, m'a raconté la rencontre avec un adulte parce que voilà, ou une expérience qui a été vécue. Et on n'est pas ni plus ni moins intelligent que d'autres quand on sort des choses comme ça, c'est simplement le reflet de ce que je suis en train de dire là, c'est-à-dire qu'on s'est immergé, il y a eu de l'émerveillement, il y a eu de l'exploration et il y a eu des émotions. Mais les émotions, enfin, tout ça, ça vient par le fait d'être très actif, d'être immergé effectivement dans une expérience. Et puis derrière, ce que ça engendre également, c'est que les élèves, les enseignants, derrière une expérience forte comme celle-là, ont envie de s'engager. Et aujourd'hui, il est nécessaire aussi de permettre aux élèves de se positionner et de s'engager. C'est bien ça le
le but aussi de l'éducation, c'est de permettre à des élèves de tenir debout tout seuls, voilà, eux qui seront les adultes de demain. Donc, c'est véritablement dans cette démarche-là de l'exploration que les tendances des enseignants s'inscrivent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un réel besoin de mettre les élèves dans une démarche qui ressemble très fortement à une démarche scientifique, et que l'on traite de l'art, de l'histoire ou des sciences, on est exactement dans cette démarche-là. Voilà un petit peu pour ce... Mon micro. On est beaucoup dans le sensoriel. Nous, les webinaires, on s'y est mis, mais je vous avoue que bon. Voilà un petit peu pour ces éléments de tendance. Voilà, on en évoquera d'autres, bien sûr, mais un petit peu en introduction, qui font bouger aujourd'hui l'offre vers les familles et les scolaires. Est-ce que sur ce premier point, vous avez des questions? On a le temps, hein, des questions, des réactions ou des points qui vous interrogent, et c'est intéressant de dialoguer, bien sûr. Allez-y, n'hésitez pas à brancher le micro et prendre la parole. Ou des points que vous avez vous repérés, des éléments de tendance, vous dites, mais oui, mais moi, j'ai plutôt repéré ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Personne ne veut sauter sur le micro? Bon. Moi, Marie, je me souviens très fort du parfum de la chocolaterie de Saint-Étienne que j'avais dû visiter quand j'avais 8 ans. Et ce n'était pas les chips, c'était vraiment l'immersion dans cette odeur de chocolat. Je crois que je la sens encore. Donc, ça veut dire qu'il n'y a effectivement pas que les souvenirs de ce qui se passe dans le bus et dans le car, mais bien de l'immersion qu'on va proposer aux enfants, hein, dans nos sites culturels ou touristiques. Alors, je crois que vous devez avoir à l'écran les 4 dates de formation qui sont proposées et qui nous incombent. Donc, première formation, 17-18 mars. Il faut que tu coupes ton micro, Marie, peut-être. 17-18 mars, créer des visites animées avec des tout-petits, 0-3 ans et 3-6 ans. Cette formation, c'est Marie qui l'amène. On va la détailler. Donc, c'est vraiment l'approche des visites avec les 0-3 ans en famille et les 3-6 ans, soit en atelier loisirs, soit en sortie scolaire. 31 mars, 1er avril, de l'école au collège, c'est les pédagogies de l'exploration pour inventer des visites scolaires passionnantes. Marie va vous expliquer ça, mais c'est vraiment l'illustration de comment créer de nouvelles activités pour les scolaires avec l'immersion, avec les jeux, avec les outils sensoriels. Et puis, on basculera à l'automne avec le 3 et 4 octobre. Donc là, on est sur une formation dédiée au marché des familles. Et là, on parle vraiment expérience famille attendue aujourd'hui en Europe et mise en produit. Comment parler produits aux familles? C'est probablement un des publics où l'assemblage ou le packaging d'activités dans le cadre de produits est le plus compliqué parce que les familles sont très différentes dans leurs attentes et leurs besoins. Mais on est vraiment sur une formation marketing, commercialisation et produits, et puis aussi la structuration d'expérience. Entre autres, dans les tendances, les micro-aventures, ces propositions faites aux familles de vivre une aventure à proximité de chez elles, donc aller moins loin. Et la micro-aventure, c'est aller en nature, coucher sous la tente ou louer un camping-car ou une chambre d'hôte en pleine nature où on va écouter tel ou tel animal. Voilà. Et puis 6-7 octobre 2022, donc ce sera la même semaine. S'il y en a qui font les deux, eh ben, on va bien travailler cette semaine-là. Là, c'est vraiment quel virage, comment prendre le virage famille dans les lieux de visite, lieux de découverte, musées, sites culturels, sites touristiques. Comment modifier cette offre-là, comment bien répondre aux familles dans ces lieux-là. Voilà, donc on va vous présenter ces formations les unes derrière les autres. Donc c'est Marie, tu vas prendre la parole et puis on va jouer le petit jeu pareil des introductions en vidéo. Tu peux nous dire 2 mots de cette première formation? J'en ai déjà dit, tu veux rajouter quelque chose? Oui, simplement vous dire peut-être que cette formation-là, elle répond depuis déjà quelques années à des attentes très fortes que peut-être vous aussi sur vos territoires ou dans vos sites vous avez ressenti. On voit effectivement monter de plus en plus des jeunes parents notamment qui souhaitent vivre des temps avec leurs tout petits
D'abord parce que quand on est jeune papa ou jeune maman, ça fait du bien de sortir au musée avec un tout petit, sortir pour soi déjà, et puis vivre des temps ailleurs qui sont des temps d'émerveillement, des temps d'admiration, des temps de partage de beauté qui font du bien en fait. Et cette douceur par la beauté, elle permet aussi de vivre une relation et un regard voilà, qui vraiment a du sens aujourd'hui pour les jeunes parents et pour le tout petit. Parce que c'est vrai que moi, je suis extrêmement attendrie et émerveillée de voir à quel point, dès les premiers mois, un tout petit est capable de résonner très fort face à une scénographie diverse et variée. On a la chance d'avoir pu travailler en formation il y a quelques années, entre autres, alors on travaille avec des toutes petites structures et avec des grosses structures, selon qui nous demande, et on avait eu la chance de travailler avec le château de Versailles en formation, sur cette même formation-là, et j'avais dans le lot une responsable qui était, je peux vous dire, pas du tout convaincue de la faire. Et on a fait cette formation. Et pendant la formation, en fait, puisque ce n'était que des gens qui étaient du même site, on a travaillé sur la création d'une visite avec les tout-petits. Et à la fin de cette formation, cette visite a été commercialisée. Et dans les 15 jours qui ont suivi, elle était pleine pour les 6 mois qui venaient derrière. Et du coup, leur objectif, ça a été d'en créer une deuxième. Et aujourd'hui, ils sont persuadés qu'effectivement, il y a une vraie demande d'un public qui ne se manifeste pas forcément ou qui ne se voit peut-être pas aussi lisiblement que d'autres publics, mais il y a une demande vraiment très forte des jeunes parents. Quand je dis jeunes parents, on peut en mettre d'autres derrière, hein, je ne m'arrête pas à un âge précis, mais en tout cas des parents qui ont des tout petits, de vivre des temps comme cela en dehors de la maison avec leurs tout petits, pour se faire du bien et aussi pour voir grandir leur tout petit et s'émerveiller leur tout petit. Voilà. On le regarde en image. Ouais. Voilà, donc on va faire une petite manip là aussi avec une vidéo, une très courte vidéo faite maison au Quai Branly. C'est parti. Tac, 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 tac. Pourquoi elle n'apparaît pas ici? Alors attendez. Lothar. Ah pardon, celui-là, il y a plusieurs. On voit Salja et Kalimba. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? El cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Voilà, très courte vidéo. Tu veux la commenter, Marie? Oui, une toute petite vidéo que je trouve très intéressante parce qu'en très peu de temps, on voit déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez une visite c'est une visite autour d'un conte au Quai Branly et avec beaucoup d'instruments de musique qui ponctuent toute la visite. Donc là, on a une médiatrice qui s'adresse à des tout-petits et pas aux parents. Vous avez vu que les tout-petits sont confortablement installés sur des tout petits tapis individuels qui sont emportés par les adultes. Ça forme un sac qu'on porte sur l'épaule et c'est un petit tapis polaire. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet aux tout petits de visualiser un espace sur lequel il est assis. Et les tout petits ont besoin de repères, en fait. Donc, voilà, à la fois, on lit le repérage dans l'espace et la douceur, en fait, avec le contact de la polaire. Et puis, à partir de là, la médiatrice, elle est très près des enfants et elle va permettre à ces tout petits d'écouter, de toucher, de voir. Et tout au long de la visite, c'est vraiment ponctué par ce genre d'outils qui sont extrêmement intéressants. Allez, deuxième petite vidéo. Tac. Sous ce tableau gigantesque, des spectateurs étonnants font leurs premiers pas dans le monde de l'art. Bienvenue aux bébés, voilà, je suis ravie de les accueillir pour leur première visite peut-être.
Cette visite au musée d'art moderne est réservée aux bébés âgés de 3 à 9 mois et leurs parents. Pour ce public en couche-culotte, tout est fait sur mesure. L'animatrice commence par un atelier relaxation. Voilà, on va faire un petit étirement. Voilà, vous pouvez le faire avec votre enfant. Cela permet déjà aux parents qui portent leur bébé de se détendre, d'enlever les tensions, afin d'ouvrir la sensibilité, de transmettre au bébé j'ai envie de dire, de la bonne énergie. C'est parti pour une déambulation à travers le siècle dernier. Nicolas, Apolline et les autres commencent leur visite avec cette œuvre fauve de Maurice de Vlaminck. Elle représente une nature par l'utilisation de couleurs assez vives. Le but de ces visites, c'est vraiment de créer un espace de partage et de plaisir entre les parents et le bébé, parce que c'est vrai que l'émotion va se transmettre. Vous pouvez approcher vos bébés, sans toucher le tableau bien sûr, pour que les regards aussi des petits puissent aller au contact de cette œuvre. Alors, je pense qu'il veut nous exprimer quelque chose. C'est vrai qu'ils sont tout petits, on trouvait ça ridicule de les emmener dans un musée, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre, qu'il ait une curiosité et une ouverture d'esprit par rapport au monde de l'art en général. Une curiosité déjà très vive pour Nicolas, 3 mois, qui semble apprécier le style sculptural. Mais l'œuvre la plus fascinante pour ces apprentis critiques d'art, c'est celle-ci, une chambre entièrement détruite. Ça défoule. Après avoir puisé leur inspiration chez les grands maîtres, reste aux bébés à concevoir leur premier chef-d'œuvre, avec l'aide de leurs parents bien sûr. Souvenir de leur première visite au musée, ce mobile à suspendre au-dessus de leur berceau. Bon, vous avez vu, on est dans une toute autre configuration. Il ne s'agit plus de la relation avec le tout petit et la médiatrice. Cette fois, la médiatrice, elle s'adresse aux parents. Et l'idée, c'est effectivement de partir d'émotions et du ressenti entre le parent et son tout petit, puisque c'est le parent qui va être maître à bord pour pouvoir transmettre des choses et en tout cas ouvrir le tout petit à cet espace muséal. Intéressant aussi de sentir à quel point dans cet échange et dans ce que disait la maman à la fin, qu'elle avait envie de transmettre l'art à son tout petit, ouvrir son esprit. Bon, on est dans des grandes considérations, on pourrait se dire il a bien le temps. Pour autant, cette habitude de rentrer dans des espaces dès le plus jeune âge me semble quelque chose qui est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la relation là, qui se vit, mais on inscrit dans la tête du tout petit déjà que ces espaces de muséaux ou autres sont des espaces dans lesquels ils ont toute leur place. Et on sait combien tous aujourd'hui, vous êtes capables, je pense, de nous dire qu'on a des publics très petits qui ne se sentent pas légitimes de pousser la porte d'un musée ou d'un espace divers et varié, artistique, culturel, touristique, etc. Parce qu'il n'y a pas eu d'habitude de créer en fait dans la maison, parce que voilà, on a la sensation que ce n'est pas pour nous. Et là, dès le plus jeune âge, on crée des habitudes d'entrer dans des espaces comme cela, en plus du fait de vivre un temps extrêmement fort de lien avec son parent. Ou avec la crèche, puisque parfois on a des réseaux de crèches aussi qui emmènent les tout-petits dans les musées, voilà. Ou de grands-parents, petits-enfants, enfin voilà, on a toutes les configurations possibles. On continue notre petit tour en images avec une autre vidéo que tu vas commenter, qui nous emmène du côté de la ferme en crocodile dans la Drôme.
Alors là, on a plongé effectivement dans un autre univers et on a plongé aussi dans une autre tranche d'âge parce que les tout petits, on les considère, dans les formations que j'anime, on travaille les tout petits de 0 à 6 ans. Et donc, ces tout petits de 3 ans à 6 ans sont aussi potentiellement pour une partie de leur temps et pas des moindres des scolaires, puisqu'ils rentrent à la maternelle. Et donc, c'est effectivement intéressant aussi de regarder cette offre à destination de ces tout petits à l'école. Première entrée dans la vie collective, on va dire, pour certains, même si d'autres ont vécu déjà la crèche, mais pour beaucoup, c'est quand même un premier apprentissage, cette socialisation. Alors là, intéressant aussi de voir un petit peu les propositions qui ont été faites là, à la ferme au crocodile, qui a vraiment axé son offre tout petit sur des expériences. Et quand tout à l'heure, on parlait d'immersion, d'expériences d'exploration, il s'agit bien avec des tout petits d'entrer complètement là-dedans. On sait, et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les scientifiques, que la capacité d'attention d'un enfant à partir de 3 ans ne dépasse pas 5 minutes. Ça ne veut pas dire qu'on va changer toutes les 5 minutes, mais on va changer de mode d'apprentissage très souvent. Sinon, on va les perdre. Donc, si on estime qu'on part avec un groupe classe de cycle 1, donc les tout petits, pendant 1 heure de visite, à leur expliquer, à leur parler, on sait probablement qu'au bout de 5 minutes, on aura déjà perdu leur attention. Ce qui est très différent avec ces tout petits, c'est qu'ils vont manifester qu'ils ne sont plus attentifs. Autant les plus grands ont une capacité à cacher un peu les choses, autant les tout petits, non. Donc, en fait, il y en a un qui va partir dans un sens, un dans l'autre, un qui va vous parler du vélo de son papa et un autre qui va vous parler d'autre chose. Donc, il va vraiment falloir que là, on puisse agir sur la multiplicité des propositions extrêmement sensorielles pour pouvoir capter tout au long de la visite ces tout petits à partir de 3 ans. Voilà. Mais très intéressant parce qu'aujourd'hui, les enseignants de maternelle sont très en demande de propositions qui n'existent que trop peu à leurs yeux. C'est-à-dire qu'on sait, et ce n'est pas un reproche, voilà, les enseignants ont fait 5 ans d'études, ce n'est pas pour rien, mais on a souvent plus de difficultés à savoir ce qu'on peut faire avec des tout petits. Et pourtant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites, parfois qu'on n'imagine pas, mais qui vraiment sont très, très riches et très intéressantes pour les tout petits. Tu passes je te presse un petit peu parce que c'est déjà 10 heures, au contenu de la formation sur le PDF, qu'on va vous présenter à chaque fois le contenu de la formation, et puis on basculera à la formation suivante. Oui, je vais vous présenter rapidement les 4 modules. Tu peux couper ton micro, Pardon, je vais vous présenter les 4 modules de cette formation. Donc, on a 2 jours de travail avec des choses extrêmement opérationnelles, puisque dès le premier jour, on va aller regarder un peu ce qui se fait ailleurs en termes d'expérience de visite et à travers des vidéos et aussi à travers un temps de témoignage avec un site expérimenté dans l'accueil des tout-petits. Je fais souvent intervenir une personne du musée de Flandre parce que ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils ont l'habitude d'accueillir des tout-petits. Et Marie, qui travaille avec nous sur ce sujet, n'est pas du tout avare de montrer ce qu'ils ont mis en place, de donner vraiment leur savoir-faire aux stagiaires pour bien comprendre un petit peu la démarche qu'ils ont utilisée, voilà, à travers des tapis d'éveil, à travers plein de choses, voilà, pour montrer un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Donc, on va regarder vraiment de quoi sont faites ces visites avec les tout-petits dans divers lieux. On aura ensuite un temps, alors je passe assez vite, puisque j'ai été trop bavarde, un autre temps pour essayer de bien comprendre quelles sont les capacités et les compétences d'un tout petit. Voilà, parce que c'est vrai qu'un enfant à 3 mois et un enfant à 3 ans et à 6 ans, ce n'est pas la même chose. Donc, on va vraiment éplucher ce qu'il est capable de faire selon les âges. Et puis, on travaillera aussi sur les compétences fixées par l'Éducation nationale pour les maternelles, pour essayer d'organiser un petit peu après ça toute une liste d'activités possibles à faire selon les tranches d'âge. Et puis, le deuxième jour, on va travailler sur la construction d'une visite pour ces publics, donc en petits groupes.
vraiment sur la création qui va permettre de mettre l'enfant sans arrêt dans des expériences nouvelles. Donc, on va créer un scénario de visite sur le lieu où on sera. On va déterminer des lieux, créer un scénario de visite, voir un petit peu les différentes expériences qui peuvent être menées aussi sur ce lieu, de façon à être très, très opérationnel. Et puis derrière, on va travailler, chacun travaillera sur ce qu'il est nécessaire pour lui de mettre en place s'il souhaite développer sur son site ou sur son territoire une visite comme celle-ci, pour déjà commencer à élaborer un petit peu un plan d'action qui vous est propre à chacun sur cette démarche-là de visite avec les tout-petits. Voilà. Est-ce que sur cette première formation, l'une ou l'autre, vous avez des questions ou des points particuliers que vous voulez aborder par rapport à un de vos projets? Et puis, on n'oublie pas Maxime, qui n'arrive pas à se connecter avec sa caméra, mais qui est là sur le fil de discussion. Donc, n'hésitez pas non plus de votre côté. Des points de précision? Non, alors comme Thomas disait tout à l'heure, on échangeait avec Thomas, cette formation, elle aura lieu, comme quasiment toutes les formations de cette année, dans des lieux d'application. Donc, dans un patrimoine pour pouvoir faire les exercices avec Marie ou avec moi sur les autres formations, et surtout avec Marie cette année, dans un lieu qui le permette. Ça va? On avance sur la deuxième formation, Marie? Donc, celle-ci, 17 et 18 mars, donc bientôt. Et puis, la suivante, alors, non, ça ne veut plus avancer. Voilà, donc je vais comme ça. La suivante, donc, une formation qu'on a intitulée De l'école au collège, travailler les pédagogies de l'exploration pour inventer des visites scolaires passionnantes. Donc, je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, les enseignants, l'éducation nationale, mais aussi les neurosciences nous confortent dans l'idée qu'une visite de 2 heures avec des élèves où on leur raconte nos territoires ou notre musée, on sait qu'il y a déjà 40% des élèves qui ne sont pas équipés pour écouter quelqu'un qui parle pendant 1 heure. Mais en plus, au regard de la diversité des formes d'intelligence, on sait qu'on a un grand intérêt à réfléchir sur les propositions que l'on peut faire aux élèves pour que l'on crée un souvenir qui génère de l'apprentissage. Voilà. Donc, il va falloir qu'on puisse avancer là-dessus et avoir des propositions très interactives. Une petite vidéo, Bruno. Il faut que tu arrêtes le partage. Ouais. Donc, on vous montre quelques expériences en images. Allez, c'est parti. Cette animation, elle a été conçue au Forum des Sciences par le service programmation du Forum des Sciences. On la présente la semaine aux scolaires et le week-end avec des familles, donc des groupes d'amis qui viennent participer à cette séance. On nous envoie des informations, on va les écouter. Bonjour à tous, ceci est un flash spécial. Nous venons d'apprendre l'évasion d'Isidore Lusio, le spécialiste de l'illusion. On l'a imaginé avec une enquête policière qui se fait autour de la perception humaine, la perception de l'œil. On parle aussi des images, la façon dont on peut tromper le lecteur avec le trucage, avec les images truquées. L'investigation scientifique est une méthode pédagogique qui est en train de se développer dans l'éducation nationale. C'est une façon d'apprendre en s'amusant et surtout de laisser l'autonomie aux enfants. En général, les enfants, lors d'une séance, font une quinzaine de pistes. C'est eux qui font leur chemin, c'est eux qui décident de là où ils vont. Évidemment, les pistes renvoient à d'autres pistes et c'est comme ça qu'on arrive à faire une enquête. Centre commercial, très bien. Des groupes se forment durant la séance. Pour le temps de la séance, c'est Ensemble qui donne les arguments et les hypothèses en fin de séance pour présenter où est Isidore Lusio, surtout comment il a pu faire pour tromper la vigilance des gardiens. Grâce à un complice, il a utilisé un hologramme pour être aperçu à des endroits où il n'était pas. Et à la fin, il y a le vote final avec des télécommandes individuelles où chacun vote pour l'hypothèse qu'il a le plus convaincu. C'est donc vous qui remportez l'adhésion de vos camarades. C'est une façon de s'amuser aussi à la fin de la séance.
Bon, voilà une enquête qui est menée donc au Forum des sciences à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord. Une proposition qui a été extrêmement attendue, en tout cas qui a répondu aux attentes et aux besoins il y a déjà quelques années des enseignants. Voilà, et c'est un schéma qu'on analyse justement pendant cette formation pour voir un petit peu comment ça fonctionne, une enquête, quels sont les tenants et les aboutissants qui permettent à des élèves d'avancer de manière très scientifique ici, mais on peut l'attribuer également à d'autres lieux. Voilà, ce schéma-là est très intéressant justement pour permettre de permettre aux élèves d'être acteurs de leur apprentissage. Voilà. Et puis une deuxième qu'on voulait rapidement vous montrer, cette fois on va partir à l'Opéra de Nantes, qui propose voilà, des activités sensorielles. Les numéros impairs sont de ce côté-là, les numéros pairs sont de ce côté-là. On a développé ce projet il y a quelques années maintenant autour de Chat-Perché, qui était déjà un opéra jeune public. On s'est associé à la direction du patrimoine et de l'archéologie de la ville de Nantes. Et ensemble, on a pu développer ces visites, donc en partenariat ensemble. Une visite sensorielle, c'est une visite justement où on va faire appel au sens de l'élève. Donc l'idée, c'est vraiment de faire appel aussi pour eux à d'autres formes d'apprentissage, que chaque élève en fait puisse trouver quand même un moment ou un autre justement une approche qui va lui parler et qui va vraiment l'intéresser. Dans un théâtre, c'est comme sur un bateau, le mot corde, on ne le prononce pas. Ça porte malheur. Ça porte malheur. Un extrait d'un opéra de Mozart, Les Noces de Figaro. Alors on écoute. Là, ils sont dans le vivant, ils sont dans l'espace réel, ils peuvent toucher, ils peuvent sentir, écouter. Là, ils sont vraiment dans l'espace, ils en auront plus de souvenirs, quoi. C'est ici que l'on va qu'on va habiller les acteurs, mais qu'on va les changer de costume, qu'on va les remaquiller, qu'on va les recoiffer, on peut leur changer de perruque. Et ils peuvent être très nombreux aussi, hein, parce que des fois dans les opéras, il y a 150 personnes sur scène. Hein. Donc c'est vraiment cette idée de les mettre en activité, de les mettre en mouvement et de faire appel à leur sens pour observer et découvrir. Par exemple, pour Louis, eh bien, on fait écouter de la musique. Pour le goût, on fait tout un travail autour des bonbons qui permet d'avoir justement de faire une relation entre le goût qu'on peut ressentir et puis ce qu'on peut observer. Et ce sont des visites qui marchent très bien où on sent qu'il se crée des souvenirs. Et c'est ça aussi dans l'idée de les mettre en mobilité, c'est pour eux de créer des émotions, de créer des sentiments qui vont vraiment venir créer un souvenir. On va sur scène, on va sur scène. De prendre, je trouve, cet univers des 5 sens et cette approche-là, c'est vraiment intéressant et ça les fait participer. Et je pense qu'au niveau des retours, des ressentis, et plus tard quand ils vont voir la représentation, je pense qu'ils vont se souvenir de choses qu'ils ont fait en amont et ça c'est toujours important pour nous de tirer des fils, de réaliser tous ces parcours et itinéraires qu'on propose autour de Little Nemo. Monsieur Nemo, Monsieur Nemo, c'est l'heure, monsieur. Voilà, donc vous avez bien compris, la petite coupe de champagne avec les élèves, ça fonctionne aussi. Vous avez vu dans le partage. Bon, voilà, toute cette plongée effectivement dans le sensoriel, là, qui n'était pas forcément gagné au départ, mais qui permet effectivement à des enfants de découvrir le théâtre de Nantes bien autrement que dans une visite un peu à plat où on leur expliquerait ce qui se passe simplement. Mais là, on a touché par tous les bouts et par tous les sens cet espace-là. Alors, je refais mon petit partage. Juste une précision pendant que Marie repartage. On nous fait souvent la remarque, oui, mais ce que vous montrez, il y a des moyens. Alors évidemment, il y a parfois plus de moyens dans ces sites-là, ceux qu'on montre dans nos formations, mais il faut bien travailler sur quelque chose. Donc, quand on est en formation, on montre des vidéos d'expériences qui sont réussies, mais les mécaniques qui sont utilisées, comme le disait Marie tout à l'heure, c'est les mêmes mécaniques sur un site qui n'a aucun budget. C'est une question de pédagogie et de mise en œuvre. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur de se dire, moi, de toute façon, j'aurai jamais les budgets, y compris pour acheter un sac. C'est d'abord la question de la pédagogie. Un petit exemple, tout à l'heure, là, à l'Opéra de Nantes, la médiatrice parlait de l'analyse, du travail autour du goût par l'analyse d'une assiette de bonbons.
vous pouvez tous travailler ça sur vos territoires et ça vous coûtera le prix de quelques petits paquets de bonbons et d'une assiette en carton. Vous voyez? Donc, on a aussi des moyens qui… Alors, bien sûr qu'il faut se former à cette pédagogie-là, mais une fois qu'on a fait un temps de formation, on est tous aptes à faire ce genre d'analyse ou une visite les yeux bandés, ça vous coûtera des bandeaux pour cacher les yeux. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui sont relativement simples, enfin peu onéreuses en tout cas en termes de budget et qui permettent de faire des visites d'exploration totalement réussies avec peu de budget. Alors, cette formation justement autour des pédagogies d'exploration, toujours sur un format de 2 jours, on va travailler encore la première partie du premier jour sur un tour d'horizon des concepts qui existent déjà et qui sont, que vous verrez à travers des vidéos de propositions de visite et d'ateliers, d'animation, etc. Et puis ensuite, on aura, à partir de ce constat de vidéos, on va analyser justement ces différents concepts de visite pour voir de quoi ils sont faits. Quand on fait une enquête, quand on fait des jeux d'exploration scientifique, quand on propose des escape games pédagogiques, de quoi c'est fait, comment, qu'est-ce qu'on trouve dedans, quelle est la démarche un petit peu pour réussir à mettre en place ce genre de choses. Et puis, on aura ensuite, donc on va conceptualiser tout ça, on aura un deuxième temps, donc le deuxième après-midi, qui sera entièrement consacré à une mise en pratique par tous les stagiaires de ces exercices d'exploration. C'est pour ça qu'on a besoin d'être sur un site, c'est-à-dire qu'on va aller, comme on pourrait le proposer aux élèves, faire ces exercices d'exploration sur le terrain. Cette assiette de bonbons, par exemple, ça peut faire partie d'un des exercices que je peux vous proposer, mais il y a aussi des ateliers d'écriture, il y a aussi du dessin, il y a aussi des découvertes les yeux bandés, etc., etc. Voilà, donc ça, on va le vivre parce que vous comprenez bien que là, depuis ce matin, l'exercice est un peu difficile pour nous parce qu'on parle d'immersion et d'exploration et on est derrière un écran. Donc, il ne s'agit surtout pas de vous faire vivre ce genre de choses pendant 2 jours, mais bien d'aller mettre les mains dans le cambouis dehors et de vivre ce qu'on pourrait faire vivre à des élèves. Le deuxième jour, lui, sera consacré à nouveau à travailler un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à la fois sur bien comprendre les intelligences multiples, travailler sur les découvertes qui ont été faites par les neurosciences justement pour comprendre comment ça fonctionne dans la tête d'un enfant, d'un adolescent aussi. Voilà, c'est important de bien comprendre son fonctionnement pour mieux mettre en place des propositions adaptées. On travaillera aussi sur les sciences participatives. Je vous disais, ça fait partie des grosses demandes aujourd'hui des nouveaux enseignants et voir comment on peut mettre en place des choses avec ces élèves qui permettent de s'engager aussi par la suite. Et puis, on aura ensuite un travail, dans cette demi-journée encore, un travail d'atelier à partir en général, c'est 3 thèmes que je choisis, mais qui sont surtout des thèmes qui viennent des stagiaires qui sont présents et qu'ils ont à cœur de travailler au regard de leur structure, de leur site, de leur territoire, et qu'on va venir un petit peu, que tous les stagiaires vont pouvoir travailler dessus, sur la problématique qui vous concerne les uns ou les autres. On va essayer de vous faire avancer avec l'ensemble des stagiaires qui vont apporter des idées au regard de tout ce qu'on aura déjà travaillé la veille en termes d'idées, d'exploration et d'immersion. Voilà, donc on essaiera de ressortir, de vous aider à ressortir enrichis par des propositions qui auront pu être menées les uns avec les autres. On sait tous qu'avec plusieurs cerveaux, on est toujours plus intelligent. Donc voilà, on va se servir aussi de toute cette matière grise qui sera là pour avancer. Et puis, comme pour les autres formations, on termine toujours par un temps personnel où chacun va travailler sur ce qui serait à mettre en œuvre et puis ensuite travailler sur une action prioritaire avec tout le groupe, encore une fois, pour permettre de vous donner déjà des billes pour pouvoir avancer sur cette question des pédagogies d'exploration. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai conscience d'aller très vite et de vous en dire à peu près le quart, mais est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent, des interrogations, des choses sur lesquelles vous auriez besoin d'un petit éclaircissement, ou est-ce que ça va? Ça va? Ok. Alors, je laisse la parole à Bruno qui va continuer à présenter
Tu peux avancer sur l'image suivante si tu veux. Voilà, donc là, on va basculer sur les formations de cet automne, donc consacrées au marché des familles. Donc, 3 et 4 octobre, on est sur cette formation, créer, commercialiser des produits adaptés aux familles, séjours, expériences, micro-aventures. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de se positionner sur les nouvelles tendances des pratiques et des attentes des familles et d'arriver derrière à poser un peu une stratégie de positionnement et aussi de développement de l'offre et de commercialisation. Donc, on va regarder là aussi quelques secondes une petite vidéo. Tu peux stopper le partage d'écran. Voilà, moi, je vais ouvrir ma vidéo. Tac, tac, tac. C'est parti. Voilà, je vais stopper le partage ici pour ne pas être trop long. Donc, on est donc chez Utopia, une marque que vous connaissez peut-être, qui est une entreprise qui s'est créée en 2007 par 2 consultants qui ont flairé l'idée qu'il y avait un certain nombre de campings extrêmement bien placés au niveau géographique dans des espaces naturels magnifiques en France et puis bientôt dans d'autres régions du monde, entre autres au Canada actuellement. Il se développe, avec l'idée de proposer aux familles une nouvelle promesse de vacances en nature. Donc, ils souhaitaient répondre, ils avaient flairé ça en 2007, à cette demande de vacances slow, comme on les appelle aujourd'hui, en nature, avec un petit côté un peu boy scout, de retour à la tente ou de retour au camping rêvé, c'est-à-dire la cabane en bois. Si la tente, c'est une tente en toile, mais à l'intérieur, on va y trouver tout le confort d'un petit gîte. Et puis, bien sûr, au départ, les premiers campings, il y avait assez peu de services et ils se sont rendus compte que les familles qui venaient sur ce marché-là avec du confort et qui payaient relativement cher les séjours dans leur structure demandaient aussi une épicerie de produits terroirs, demandaient de l'animation. Voilà. Donc, ils ont, on va dire, réinventé, s'il fallait le réinventer, développer une offre de centres de vacances, mais en version pleine nature. Et alors, c'est très intéressant de travailler sur Utopia parce qu'en termes de communication, c'est un petit peu un modèle, c'est-à-dire qu'ils nous promettent vraiment des choses qui sont tout à fait de l'immatériel, c'est-à-dire ils nous promettent de la nature, ils nous promettent du silence, ils nous promettent un retour dans des valeurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui irrigue fortement, qui répond fortement à la demande des familles de temps où on est ensemble, où on se retrouve et la nature est là pour nous permettre de nous retrouver. Donc ça, c'est la première petite vidéo qui illustre une tendance forte dans les produits famille. Deuxième petite vidéo que je vais vous partager concerne toute la qualité famille.
Aujourd'hui, une destination qui veut se positionner vers les familles, elle a besoin de travailler ce qu'on appelle la qualité famille, c'est-à-dire de pouvoir donner des garanties à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'information, de la diffusion de l'information, avec une rubrique dédiée aux familles sur votre site internet, mais aussi à l'accueil de l'Office du tourisme, et puis à tous les niveaux, des restaurants adaptés aux familles. Voilà, donc on va regarder quelques dizaines de secondes d'une vidéo du label Famille Plus, que vous connaissez peut-être. Voilà, c'est parti. 43 destinations en montagne sont déjà titulaires du label Famille Plus, un label national soutenu par les services de l'État en charge du tourisme. Aujourd'hui, il est aussi attribué à l'Alpe d'Huez. Le label Famille Plus est un label national qui garantit aux familles un accueil et des structures adaptées aux enfants. Alors, ce peut être les structures d'hébergement, hôtels, loueurs professionnels, loueurs particuliers. Ça peut être des structures pour accueillir les enfants, comme les crèches, le chalet des enfants où nous sommes ici aujourd'hui. Également des structures d'activités comme X-Fly que nous avons, Ice Laser Game, Invertigo qui se trouvent, et puis les activités du Palais des Sports également. Depuis que nous avons obtenu le label Famille Plus, la station s'est équipée de tables allongées dans les toilettes publiques. À l'Office de tourisme, nous avons un coin enfant également au Palais des Sports. En fait, ces structures étaient en place, mais elles ont contribué à l'obtention de ce label. Et bien sûr, les hébergeurs, les restaurateurs qui ont joué le jeu. Nous avons une nouvelle variété de prestataires de services qui entrent dans la démarche. C'est tout nouveau, donc, qui peuvent être labellisés. Ce sont les magasins de sport et les taxis. Pour conserver ce label, il faut répondre aux critères et aux engagements qui sont pris. Également, il faut maintenir tout ce que nous avons mis en place pour l'obtention de ce label, et nous devons le faire vivre chaque jour et l'entretenir, car nous avons des visites de contrôle. Le label Famille Plus est destiné à valoriser les communes ayant engagé une démarche globale en faveur de l'accueil des familles. Une visite de contrôle est organisée tous les 3 ans afin de vérifier que les engagements définis sont bien tenus. Lorsqu'on a le label, on doit leur proposer des équipements adaptés aux enfants dès le plus jeune âge, également des activités qui répondent aux besoins des petits, des moyens, des plus grands et des familles. Et nous devons également adapter nos tarifs pour ces familles qui viennent chez nous en vacances. Également pour cet été, nous avons concocté un plan de randonnée en poussette. Et sur ce plan seront mentionnés les sentiers où les familles pourront se promener avec leurs petits bouts de chou en poussette. Un accueil personnalisé des familles est valorisé dans les différentes structures et les animations doivent pouvoir s'adapter à tous les âges. À l'Office de tourisme, nous avons mis en place un guide des familles, l'île aux enfants, que nous avons en version française et anglaise. Ce guide existera pour l'été et pour l'hiver. Et nous avons à l'intérieur de ce guide toutes les informations disponibles pour les familles et également des pages de jeux pour les enfants. Accueil, information, animation, équipement, tout est mis en place pour répondre aux attentes des familles en termes de services. Pour davantage d'informations concernant le label Famille Plus, commerçants et familles peuvent se renseigner auprès de l'Office de tourisme de la station. Voilà, alors cette petite vidéo sur le label Famille Plus que vous connaissez peut-être, simplement pour dire que durant cette formation, on va travailler sur qu'est-ce que la qualité famille. Et la qualité famille, effectivement, à tous les niveaux, parce qu'on ne répond plus à la demande des familles comme on y répondait maintenant il y a quelques dizaines d'années. Alors, sur ce module de 2 jours, on va avoir une première demi-journée qui est consacrée aux attentes des familles et entre autres aux besoins qu'une famille n'exprimera jamais à l'accueil de votre office du tourisme. C'est-à-dire que la famille a des besoins particuliers qui sont liés à son cycle de vie, à son énergie et à ses besoins réels. Donc, on travaillera un atelier spécifique là-dessus. Ensuite, des apports sur des données d'études et surtout sur des profils de pratique. Des tendances aussi, voyage 3G, c'est-à-dire la présence des grands-parents, les micro-aventures, et on parlera des ados aussi, bien sûr. Sur la demi-journée suivante, on travaille sur le niveau de qualité attendu dans l'offre touristique. Donc, on a un atelier sur les hébergements, qualité famille dans les hébergements, qualité famille dans la restauration,
qualité famille dans les lieux de visite et qualité famille de manière globale à l'échelle de votre destination. Donc, vous aurez à la sortie un peu la sensation d'une noyade si l'idée ou si votre cahier des charges, c'est de créer la qualité famille à l'échelle de toute une destination, mais on passera partout et puis on travaillera bien sûr les pistes pour un plan d'action. La question de la qualité famille à travers le label, bien sûr, sera abordée. Deuxième jour, on travaillera sur les expériences attendues par les familles. Qu'est-ce qu'une expérience réussie en famille à travers des ateliers vidéo, donc à travers des expériences qu'on va montrer, et on travaillera avec les stagiaires pour arriver à décortiquer ce qui fait la réussite d'une expérience famille. On abordera la question du jeu. À quoi sert le jeu dans une expérience famille? Et quand on dit jeu, on abordera vraiment la question du jeu au sens large. Tout à l'heure, Maxime, vous faisiez remonter les expériences Randoland qui ont réussi il y a quelques années une grande diffusion sur la France entière, mais qui, en termes d'expérience réelle immersive, sont malgré tout assez courtes. C'est-à-dire que c'est un produit de rassurance où on répond à des questions. Et heureusement, on peut faire aujourd'hui beaucoup plus dans l'esprit de ce qu'on évoquait depuis ce matin, c'est-à-dire vraiment s'immerger. Voilà. Donc, on parlera de toutes ces expériences et de leurs avantages et inconvénients. Et puis, une dernière demi-journée qui sera entièrement consacrée à la commercialisation. Comment commercialiser vers les familles, comment communiquer, avec quel type d'image, comment réaliser ces images, quels sont les tours opérateurs familles à contacter, et puis aussi la stratégie sur les réseaux sociaux. Voilà, donc du marketing à la communication, c'est 2 jours vraiment où vous partez avec les clés pour monter une stratégie marketing adaptée à votre destination famille. Ou si vous êtes un lieu de visite, savoir clairement comment attirer les familles, créer des expériences et communiquer auprès d'elles. Sur ce point-là, vous avez des points particuliers que vous voudriez aborder ou des questions, les uns ou les autres? Non, rien, j'avance. Allez, bon, 6 et 7 octobre. Donc là, c'est un focus famille sur les musées et les sites, c'est-à-dire tous les lieux de découverte. Comment arriver à réattirer les familles ou les attirer mieux. Donc là, on va parler service, accueil, communication vers les familles, mais aussi toutes les expériences de visite. Voilà, alors quelques vidéos pour là aussi illustrer ce qui fait bouger l'offre famille. Hop, je ferme tout ça. Je vous partage l'écran. Une toute petite vidéo sur une expo qui s'appelle Très Touché, qui est une expo itinérante et qui itinère dans toute l'Europe et qui à chaque fois fait 40, 50, 60, 80 000 visiteurs suivant les villes. Ici, pour une fois, on peut toucher à tout. C'est même conseillé. Une aubaine pour les enfants, dont le voyage commence par une enquête dans le noir. Une statue à moitié. Moi, je pensais que c'était pas la tête, mais le corps, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était un corps un peu différent. Vous aviez senti que c'était du bois? Oui. Un bon point pour Liam et ses copains. Attention maintenant, il va falloir impliquer d'autres parties du corps. Ah oui. Ah, ça pique à la fin? Ouais. Ça fait mal. Ça pique. Une banquette de fakir qui montre que le toucher peut aussi conduire à la douleur. Et encore, il y a pire. Ok. Attends, je peux essayer. Ça pique Ah là, ça comme une pique. épine ou comme Ah oui, comme plein d'épines. Alors là, moi, je mets... Attends, j'essaie. Je mets 5. 5 sur une échelle de la douleur qui va de 1 à 10. Pourtant, cette exposition est tout sauf un lieu de torture, plutôt une série d'expériences qui rappellent que toucher est au moins aussi important que voir ou entendre, y compris et même surtout pour les plus petits. Ça nous est apparu comme une évidence de faire profiter les 3-6 ans de cette découverte extraordinaire en fait, du toucher à travers des modules en fait, d'exception, le toucher actif, le toucher passif, les émotions. L'exposition va faire le plein cet hiver. Un taux de remplissage de 90% est annoncé. Bien des écoles de la région ont répondu présent. Beaucoup d'enfants auront donc tout loisir de se faire caresser, malaxer, palper, de manipuler, de frotter, de chatouiller. Bref, le pied. Voilà, donc une petite illustration de ce que nous avons déjà évoqué depuis 2 heures, mais qui vient vraiment
toucher frontalement les familles, c'est-à-dire ce besoin en famille de vivre des expériences, de vivre des choses qui sortent de l'ordinaire. Pourquoi les familles attendent ça? C'est parce que quand une famille vit une expérience extraordinaire qui va être de l'ordre de l'immersion, que ce soit la visite d'un parc, toucher des animaux, enfin toutes ces expériences immersives, ça cause dans les familles. C'est-à-dire que les enfants se mettent à parler, c'est l'occasion de dialoguer, c'est l'occasion aussi de se retrouver ensemble, parents et enfants, sur les mêmes plaisirs. Et puis, autre expérience qu'on évoquera beaucoup dans la qualité famille, je vais fermer tous les petits écrans, c'est comment transformer nos expositions, voire parfois nos musées locaux, en des lieux qui deviennent des lieux à expérience en famille. Donc là, la vidéo que vous allez voir, c'est une petite région du sud de la Belgique, en Wallonie-Picarde, qui a travaillé avec un réseau de 16 musées et qui a mis en place des expériences dédiées à la famille. Voilà, donc là, parfois on nous dit ça nous fait rêver, il y a des moyens. Oui, il y a eu un petit peu de moyens, mais pas tant que ça. Et là aussi, ce sera l'occasion de réfléchir à comment doper un petit peu nos visites dans les musées pour les familles. Alors, sous cette formation de 2 jours, premier point, là aussi, où on s'attache aux attentes des familles. Alors, c'est vrai que s'il y a des personnes qui font les 2 formations, il y a 3 heures de la formation où on va revenir sur les mêmes choses. Donc, ce sera un petit peu doublon si vous faites les 2 formations dans la même semaine. Mais c'est nécessaire pour ceux qui font la deuxième de repasser sur les attentes des familles. Il y a vraiment un temps de veille, un peu de benchmark sur des musées des grandes capitales européennes et puis beaucoup d'expériences à vidéo. On va passer sur toutes les nouvelles expériences de visite, les escape games, voilà, pour décortiquer tout ça, faire une analyse qualitative pour éviter d'être toujours dans la mode. C'est-à-dire qu'il y a la mode du jeu de piste, il y a la mode de l'effet de game, de l'escape game, il y a la mode de l'application. Il faut qu'on prenne du recul pour se dire c'est quoi qui est intéressant, qu'est-ce qui est intéressant dans un escape game, qu'est-ce qui est intéressant dans un jeu de piste ou dans une application, qu'est-ce qui est par contre peu intéressant. Voilà, l'idée c'est de prendre du recul sur l'ensemble de ces outils. Donc les attentes et les pratiques des familles et des familles dans les musées. Sur la diapo suivante, Marie, la demi-journée à suivre. Voilà, vous devez la voir. Là, on va travailler en atelier sur qu'est-ce qu'une expérience famille dans un lieu de visite avec, entre autres, un atelier très sympa. On va conceptualiser en 3D à travers une sculpture faite de petits objets, de pattes, de plumes, de métal. Donc, un travail assez créatif d'analyse d'une expérience réussie au musée en famille.
qu'est-ce que l'apprentissage selon les âges, hein. Voilà, le lien parent-enfant, comment on peut créer du lien entre les grands-parents et les enfants dans un musée. Et puis, là aussi, une approche de l'immersion et de l'exploration. Ce que Marie a évoqué pour les scolaires, on le reprend là, dans le cadre de visites spécifiques au musée. Et puis, on va travailler des concepts existants. C'est une formation où, enfin, sur nos formations, on est souvent chargé, mais là, c'est une formation. Je traverse la France avec 35 kilos. C'est-à-dire qu'on vient avec des jeux, on vient avec des outils, vous verrez énormément de choses. Et puis, sur la fin de ce jour-là, on travaille sur la segmentation des familles quand elles viennent au musée. On va parler des expériences où les parents sont là avec les enfants. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est moins intéressant. Et on va travailler aussi sur l'autonomie. Comment créer de l'autonomie dans une visite? Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir proposer une expérience en autonomie pendant 2 heures dans un musée? C'est tout à fait possible. Et là, il y a vraiment des ingrédients qui sont très techniques, qui sont simples, mais voilà, c'est une histoire pour les moins de 8 ans, c'est un défi. Voilà, on parlera de l'autonomie. Il se trouve que depuis 2005, on a travaillé à la création de concepts en autonomie, donc on vous apportera un petit peu les retours d'expérience qu'on a. On parlera aussi des smartphones, des applis, des tablettes, du géocaching. Alors, on basculera sur l'ensemble de ces familles en parlant vraiment du grand public, hein. On est toujours très attaché du grand public famille, c'est-à-dire que pour nous, le grand public famille, c'est pas les parents qui sont capables d'être médiateurs auprès des enfants, c'est le grand public famille. Et comme le disait Maxime tout à l'heure, parfois on voit arriver des enfants plus curieux que leurs parents. Ben voilà, c'est ça le grand public famille. Et puis, sur la deuxième journée, Marie, tu dois avoir voilà, on travaillera aussi le musée comme lieu de vie pour les familles, hein, en termes d'accueil, en termes qu'est-ce qu'on a aussi à proposer, parce qu'une famille, ça a des besoins concrets, pratiques de service, de faire pipi, de manger, mais aussi de souffler. Ça a besoin aussi potentiellement d'avoir un lieu cocooning parce qu'on est fatigué ou qu'on veut discuter. Voilà, on parlera aussi des valeurs proposées par un musée, comment on peut les communiquer, comment on peut aussi répondre aux besoins d'engagement. Quand une famille est très motivée par une thématique sur un musée, elle peut avoir envie de continuer l'expérience de retour à la maison, ou pour certains, ça c'est un phénomène qu'on voit vraiment dans les sites qui parlent de nature, d'animaux, de biodiversité. Ça suscite, quand c'est passionnant, chez les enfants et chez les familles, une envie de continuer, et de continuer à protéger, de continuer à s'engager. Et puis, on parlera aussi de la boutique, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de la visite elle-même. Et puis, le dernier point, c'est la communication. Donc là aussi, comment on communique, avec quel type d'outils, quelles images, comment on réalise ces images pour arriver à aller chercher ces familles. Voilà un petit peu pour ce 4e module.